Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo qui va nous permettre de résumer ensemble les notions du chapitre sur la nature de la lumière. Est-ce une onde? Est-ce un flot de corpuscules? En classe de seconde, on vous a dit que la lumière était une onde et vous lui avez attribué certaines caractéristiques qui sont bien propres aux ondes, comme la longueur d'onde. Cette année, nous avons défini ensemble cette notion d'onde et nous avons aussi modélisé cette notion à l'aide d'un modèle mathématique, qui est celui des ondes sinusoïdales. Alors ici, j'ai repris l'exemple d'une goutte d'eau qui tombe à la surface d'un plan d'eau et qui crée des rives circulaires. Donc on a bien propagation d'une onde, c'est-à-dire propagation d'une perturbation dans un milieu. Alors, si je relève en un point de la surface l'élongation euh, du niveau d'eau en fonction du temps, je vais obtenir une figure comme celle-ci, donc avec une élongation sinusoïdale au cours du temps. Maintenant, si je prends dans une direction donnée une photo, voilà, si je prends une photo de la surface et que je relève dans une direction donnée, par exemple dans cette direction-ci, l'élongation en fonction de la distance là à la source de l'onde. Je vais obtenir une photo comme celle-ci, voilà, donc périodiquement dans l'espace, je vais retrouver des crêtes et des creux. Donc c'est ce qu'on appelle une onde donc sinusoïdale. La durée entre deux perturbations là, qui a atteint un point du milieu, c'est ce qu'on appelle la période que l'on note T, et la plus petite distance entre deux perturbations successives dans l'espace, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde notée lambda. La relation entre ces deux grandeurs, on l'a vu, hein, c'est qu'elle est liée à la célérité de l'onde, c'est-à-dire la vitesse de l'onde. La vitesse de l'onde étant égale à la longueur d'onde que divise la période. Et comme la fréquence c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire que f est égal à 1 sur t, on peut aussi noter que la célérité de l'onde c'est la longueur d'onde fois la fréquence. Alors, pour la lumière, ben, pour l'instant on va la considérer comme une onde. À la différence que cette onde elle a une vitesse bien déterminée dans le vide et dans l'air, qui est 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Et selon la longueur d'onde ou selon la fréquence de ces ondes lumineuses, elles seront visibles ou non. On retiendra que si la longueur d'onde est comprise entre 400 et 800 nanomètres, alors nos yeux sont sensibles à ces ondes lumineuses et donc nous pouvons les voir avec les différentes couleurs hein, qui vont du violet-bleu aux alentours de 400-500 nanomètres jusqu'au rouge aux alentours de 650-800 nanomètres. Au-dessus du rouge, nous avons l'infrarouge, hein, qui sont les ondes utilisées par exemple pour les télécommandes ou les ondes que les corps chauds émettent. Nous avons les ondes radio au-dessus, utilisées donc pour les télécommunications. Nous avons en dessous le violet les ultraviolets, un peu plus bas les rayons X qu'on utilise pour les examens médicaux, et encore plus bas les rayons gamma issus des désintégrations radioactives. Alors, jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a pas de doute quant au caractère ondulatoire de la lumière, parce que tout un faisceau d'expériences tend à prouver que la lumière se comporte comme une onde, mais au début du XXe siècle, différentes observations vont montrer que ce modèle qui décrit la lumière uniquement comme une onde est insuffisant pour décrire ces observations. Et à deux reprises, en 1900 puis en 1905, deux physiciens, Planck d'abord puis Einstein, vont décrire la lumière comme étant un flou de corpuscules afin de pouvoir d'un côté expliquer ce qu'on appelle le rayonnement du corps noir, ça c'est Planck qui le fait en 1900, et l'effet photoélectrique en 1905 par Einstein. Ils vont appeler ces corpuscules des quanta d'énergie, c'est-à-dire des paquets d'énergie, et chaque paquet d'énergie en fait a une valeur bien déterminée qui dépend de la fréquence du rayonnement associé. Et voici la formule donc, qui est introduite pour la première fois par Planck en 1900, qui nous donne l'énergie d'un quantum d'énergie, qui se note donc delta E. Et donc cette énergie, elle vaut h fois nu, donc elle est proportionnelle en fait à la fréquence du rayonnement qui est associée à ce quantum d'énergie. H, c'est la constante de Planck, qui vaut 6,62 10 puissance moins 34 joules seconde, c'est une des constantes universelles.
Et nu, c'est la fréquence, alors qu'on peut trouver noté nu ou f, hein, peu importe. Donc c'est la fréquence du rayonnement associée en Hertz. Par la suite, ce quantum d'énergie ou ces quanta d'énergie vont être appelés photons. Alors petite remarque, hein, il y a une relation, bien évidemment, on l'a déjà vu dans la diapositive précédente, entre la fréquence, ici notée nu, et la longueur d'onde, notée lambda. Donc cette formule, on la trouve parfois écrite, elle est bien pratique aussi, écrite sous la forme hc sur lambda. On a juste remplacé donc la fréquence par c sur lambda. Alors, à partir de là, un autre physicien important va intervenir, c'est Bohr, qui va essayer d'expliquer à l'aide des photons les spectres d'émission et d'absorption des éléments chimiques, chose qui est à l'époque encore qui n'a pas d'interprétation. Alors je vous rappelle ce que vous avez vu en classe de seconde, c'est que quand on chauffe un gaz, par exemple de l'hydrogène, qui est pris à pression normale, par exemple on le fait parcourir par des décharges électriques, alors ce gaz va émettre de la lumière, et cette lumière, quand on la passe à travers un prisme, et ben on se rend compte qu'elle est composée uniquement de quelques radiations. Ici on en voit 4, 1, 2, 3, 4. Et inversement, quand on prend une source de lumière blanche, comme une lumière à incandescence, que l'on fait passer cette lumière à travers une ampoule qui contient ce gaz de l'hydrogène à pression normale, et que l'on observe la décomposition de cette lumière à travers un prisme, on s'aperçoit que la lumière qui à la base est blanche, donc d'avoir un spectre continu, se voit privée de quelques radiations qui correspondent exactement aux radiations que le gaz est capable d'émettre. Donc l'hydrogène a retiré à la lumière blanche, a absorbé la lumière qu'il est capable d'émettre. Et ça, on ne sait pas l'interpréter au début du XXe siècle. Alors Bohr, dont vous voyez la photo ici, va proposer l'interprétation suivante. Il dit que la matière, donc est composée d'atomes, et que dans ces atomes, il y a des électrons, mais ces électrons ne se répartissent pas n'importe comment autour du noyau. Ils occupent des couches électroniques, donc la couche numéro 1, la couche numéro 2 ici, et la couche numéro 3, et puis il y en a d'autres bien évidemment, avec quelques sous-couches, hein, comme on a vu cette année, sous-couche S, P, voilà. Et ce que dit Bohr, lui, ce qui va introduire de nouveau, c'est qu'il va dire que les électrons peuvent se trouver donc sur cette orbite et sur l'orbite numéro 2, sur l'orbite numéro 3, mais qu'on les trouve jamais entre deux orbites. Voilà, que ces orbites, elles sont bien déterminées, qu'il n'y en a pas d'autres. Les électrons passent d'une orbite à l'autre quasiment de façon instantanée. C'est ce qu'on appelle des sauts quantiques. Euh, voilà, on les trouve jamais entre deux orbites. Alors, à partir de là, ce que nous dit Bohr, c'est que si on prend donc un atome avec ses électrons répartis sur les différentes orbites, et ben si un atome rencontre un photon, et si ce photon contient une énergie qui lui permet de passer d'une couche inférieure à une couche plus haute, alors l'électron va l'absorber pour passer à une orbite supérieure. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'absorption d'un photon. Alors, on peut aussi représenter les choses grâce à un diagramme de niveau d'énergie. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les niveaux d'énergie euh, auxquels l'atome peut prétendre, et on peut se représenter ça en fait comme un niveau d'énergie correspondant donc à une orbite. Voilà, donc les électrons peuvent occuper différentes orbites, ce qui correspond à différents niveaux d'énergie pour l'atome. Alors, admettons qu'ici, voilà, notre électron au départ, il soit sur cette orbite-ci, donc de niveau d'énergie EA. Si il il va absorber le photon, et donc va passer sur sur le niveau d'énergie supérieur, qui est donc un niveau d'énergie qu'on va appeler EB. Alors, ce qui veut dire que, comme l'électron ou l'atome là ont absorbé le photon, et ce qui leur a permis de gagner en termes d'énergie la différence EB moins EA, ça veut dire que le photon, lui, transportait l'énergie qui est égale à EB moins EA. Et l'énergie du photon, on l'a vu, elle s'exprime H nu. Donc on a la relation, l'énergie du photon, qui est égale à H fois sa fréquence, correspond ici exactement à la différence d'énergie entre EB et EA. Et inversement, le photon, qui est sur un niveau d'énergie supérieur, peut redescendre vers un niveau d'énergie inférieur
en libérant de l'énergie sous forme d'un photon. C'est ce qu'on appelle le processus d'émission d'un photon. Donc ici, le photon passe d'une couche supérieure à une couche inférieure en libérant un photon. Quelle sera l'énergie du photon libéré? L'énergie du photon libéré sera égale à h fois la fréquence du rayonnement associé à ce photon, et ça correspondra aussi à la différence d'énergie entre EA et EB. Et avec ça, Niels Bohr va pouvoir donner une interprétation au spectre d'émission et d'absorption des éléments. Alors, il va commencer par l'élément le plus simple, c'est-à-dire l'hydrogène. Alors voici donc, rappelez ici le spectre d'émission de l'hydrogène et en dessous son spectre d'absorption. On va regarder ce qui se passe en termes de niveau d'énergie. Alors, Niels Bohr propose le diagramme de niveau d'énergie suivant pour l'atome d'hydrogène. Donc ici, c'est le niveau fondamental, là, qui correspondrait donc à l'orbite la plus basse sur laquelle on peut trouver l'électron de l'hydrogène. Donc, par défaut, l'électron se trouve sur cette orbite la plus basse en énergie. Et puis, tous les autres niveaux, ce qu'on appelle les niveaux excités, auxquels peut prétendre l'électron de l'hydrogène s'il absorbe de l'énergie. Donc, vous voyez, petite particularité, c'est que les niveaux d'énergie sont négatifs. Le niveau 0 correspondant au moment où l'électron de l'hydrogène s'en va quitte le giron du noyau de l'atome d'hydrogène, et donc l'atome s'ionise. Voilà. Alors on a choisi des énergies négatives, c'est juste par convention. On aurait pu très bien travailler des niveaux d'énergie positive, ça change pas grand-chose. Autre petite particularité, c'est l'unité utilisée pour l'énergie. Vous voyez, l'unité c'est EV. EV, ça veut dire électron-volt. Alors c'est pas l'unité du système international, parce que l'unité du système international, c'est les joules. Mais les joules, ils sont pas adaptés aux faibles énergies que l'on va retrouver dans les atomes. Donc on passe à une énergie qui est plus adaptée, c'est l'électron-volt. Alors il y a une relation entre l'électron-volt et le joule, c'est les relations suivantes. Un électron-volt, c'est 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Il y a une raison à ce chiffre qui n'est pas un chiffre rond, on ne va pas s'attarder dessus, et on va juste prendre en considération le fait que quand on traite des choses, des énergies au niveau atomique, on utilise plutôt cette unité que le joule parce qu'elle est plus adaptée. Alors, que va dire Niels Bohr? Il va dire, voilà, par exemple, pour expliquer la radiation rouge qu'émet l'hydrogène. Voilà ce que je peux dire. Il dit, une radiation rouge, donc, c'est en fait un flot de corpuscules. Chaque corpuscule qu'on appelle un photon va transporter une énergie bien déterminée, h fois nu, la fréquence. C'est-à-dire h fois c sur lambda. Donc ici, il va calculer l'énergie transportée par un photon de longueur d'onde 655,66 nanomètres. Donc on remplace h par sa valeur, c c'est la vitesse de la lumière, donc on est dans l'air ou dans le vide, donc on prend 3 10 puissance 8 mètres par seconde, et on divise par la longueur d'onde, donc que l'on convertit en mètres, donc 655,66 fois 10 puissance moins 9 mètres. Et il trouve une énergie de 3,03 fois 10 puissance moins 19 joules, que l'on divise par 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules pour passer en électronvolts, et on trouve 1,89 électronvolts. Et il dit, voilà, 1,89 électronvolts, ça correspond à la différence d'énergie entre le niveau 3 et le niveau 2. Quand je fais moins 1,51, moins 3,39, je trouve 1,88 et quelques électronvolts. Donc il dit, voilà, si l'atome d'hydrogène peut émettre cette radiation et pas les radiations qui sont à côté, c'est parce que l'atome d'hydrogène n'a accès qu'à quelques niveaux d'énergie. Et parmi ces niveaux d'énergie auxquels il a accès, il y a le niveau 2 et le niveau 3. Et quand l'atome d'hydrogène passe du niveau 3 au niveau 2, alors il libère un photon d'énergie 1,89 électronvolts qui correspond à une radiation de 655,66 nanomètres. Ce qui se représente sur le diagramme par cette transition-là. On passe du niveau 3 au niveau 2 en libérant un photon d'énergie, donc 1,89 électronvolts. Et bien évidemment, il peut aussi expliquer le spectre d'absorption et le fait qu'un élément ne peut émettre qu'il ne peut absorber que les radiations qu'il est capable d'émettre, parce que dans le processus inverse d'absorption, l'atome d'hydrogène au niveau 2 peut absorber un photon de 1,89 électronvolts pour monter au niveau 3. Voilà pour ce chapitre, c'est tout.